Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Audrey! Bonjour Gauthier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys, enregistré une nouvelle fois à distance à cause des conditions sanitaires. Je suis ravi de te recevoir et de pouvoir bientôt en apprendre plus sur toi, surtout que tu es l'une des personnes qui m'a été le plus demandée comme invitée dans cette émission. Bah écoute, je savais pas. Non, je ne te l'ai pas dit pour garder la surprise parce que tu es pas mal connu aussi, principalement pour le design system. On va en reparler de tout ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles on m'a demandé de t'avoir dans cette émission. Bah écoute, Du coup, très, très sympa et moi je suis très contente d'être là aussi, donc c'est chouette. Super. Audrey, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît ? Donc oui, tout à fait. Donc je suis Audrey Hack et aujourd'hui je suis Product Design Director chez Open Classrooms. Donc je pense qu'on en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, et effectivement j'ai une petite expertise sur les design systems dont on parlera aussi, je pense, tout à l'heure. Sur lesquels j'ai pas mal parlé, pas mal communiqué. Super. De toute façon, on va rentrer dans le détail de toute ton expérience parce que moi, j'aimerais bien savoir comment tu en es venu à faire du design, avant même qu'on parle de design system et d'Open Classroom. Comment tu as commencé ton expérience dans le design ? Alors, c'est une longue histoire. Donc après, je sais pas si c'est parce que j'ai déjà un certain âge ou pas, mais en tout cas, ça remonte à mes études quand j'étais déjà lycéenne, où en fait, j'ai fait un bac art appliqué. Donc déjà, j'ai toujours été dans un côté artistique, créatif. Moi, j'ai toujours aimé ce qui tourne autour du dessin, de l'écriture, la musique. Enfin, je suis quelqu'un qui a énormément de passion autour de l'art en fait en général. Donc ensuite, après ce bac, j'ai fait un BTS communication visuelle. Donc là où j'ai fait des écoles, j'ai fait Estienne. Ensuite, je suis allée faire une école à Nevers. Et puis, j'ai terminé par les Gobelins avec une spécialisation en graphisme. Et donc, mes premiers boulots étaient dans le print, c'est-à-dire vraiment dans les supports imprimés. Donc, tu vois, j'ai travaillé par exemple pour Prisma Press. Donc Prisma Press, pour ceux qui connaissent pas, c'est les magazines Gala, National Geo, Cuisine Actuelle, c'est des magazines qui peuvent aller sur des thématiques très très différentes. Et moi, c'était mon tout premier boulot, donc j'étais maquettiste, on appelait ça. Je faisais les catalogues, les bons d'abonnement, etc. Et puis très vite, je suis allée sur des agences qu'on appelait, je sais pas si ça existe encore, mais c'était un peu les agences de communication 360, c'est-à-dire que c'était des agences qui faisaient à la fois du print et puis un petit peu de web, des bannières flash, tu vois, des des choses comme ça. Donc on touchait un petit peu à tout. Et puis ça doit bien faire 10 ans maintenant, où j'ai vraiment intégré ma première agence 100% digitale. Donc, c'était une agence qui s'appelait Autre Planète. Et c'est vraiment là où j'ai découvert le métier de designer. C'est parce que juste avant, tu faisais encore du print, c'est ça ? C'est ça, en fait, dans les agences où j'étais juste avant, je faisais les deux. Je faisais un mix entre des supports imprimés, ça pouvait être des catalogues, des flyers, des affiches, des choses comme ça. Et puis, je commençais à toucher à tout ce qui était site internet, bannières promotionnelles en flash, etc. Et donc t'as vraiment appris toute la partie digitale sur le tas au fur et à mesure. Ouais, exactement. Exactement. J'ai vraiment appris ça sur le tas. Et donc, quand je suis arrivée dans la première agence 100% digitale, on va dire, ils faisaient des sites, mais ils faisaient aussi des applis mobiles. Et ça, pour le coup, les applis mobiles, moi, j'en avais jamais fait. Pour te dire, donc, c'était en 2010. Et quand je suis arrivée dans l'agence, moi, j'avais pas d'iPhone. Et en fait, tous les sujets, c'était sur, on refaisait l'application de Fortuneo. Et donc, toute la conception était à faire sur iPhone. En plus sur Illustrator, logiciel que j'utilisais pas du tout à l'époque, puisque moi j'utilisais plutôt Photoshop à l'époque. Et donc là, voilà, c'est là où j'ai fait mes premières armes et où voilà le boss de cette agence-là, parce que c'était une petite agence.
j'avais tous les écrans et il me disait mais si tu sais là t'as un clavier qui sort par le dessous et ou alors là t'as un comportement avec un écran qui arrive par la droite, etc. Et moi je disais je voyais absolument pas vu que j'avais même pas de smartphone. Donc le premier truc que j'ai fait c'est de m'acheter un smartphone pour essayer de comprendre comment, enfin voilà, quel était l'usage. Et donc c'est marrant parce qu'à cette époque on parlait même pas du UX design. On s'appelait même pas vraiment designer en fait à l'époque, on s'appelait encore DA, directeur artistique ou voilà. Et en fait, j'ai vraiment vu l'évolution du métier, vraiment l'évolution du travail. Et donc ça, c'était chouette. Enfin, j'ai appris vraiment plein de choses dans cette expérience-là. Ouais, tu as vraiment découvert le métier à la dure dès le départ, au tout début. Tu as Ouais. vu toute l'évolution et toute l'explosion en fait, du product design au fur et à mesure. Tout à fait. Et donc du coup, la personne donc qui s'appelait Thierry Charbonnel, qui était le patron de cette agence-là, il m'a appris énormément de choses parce que lui, il avait une sacrée rigueur de travail. Il avait déjà des process quand même. Tu vois, il était aussi développeur. Il avait plusieurs casquettes. Donc du coup, il avait des process, une rigueur de travail super intéressante. C'est lui qui a vraiment m'a appris les premiers pas de la factorisation. Où à l'époque, on le faisait sur Illustrator parce qu'on n'avait pas trop d'autres choix. Mais donc voilà. Qu'est-ce que t'appelles la factorisation? Rien que les symboles en fait. Parce D'accord. qu'en fait sur Photoshop ça existait pas vraiment, t'avais des espèces de symboles externes au fichier, mais c'était hyper compliqué, alors que sur Illustrator c'était déjà plutôt bien fait cette logique-là. T'avais une logique de symboles, mais c'était pas du tout dynamique, c'était très statique. Quand tu parles de symboles, on est d'accord qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on pourrait appeler composant? Ouais, c'est aujourd'hui ce qu'on fait. Voilà, c'est les bases de Flash et de Flash, de Sketch, les bases de Sketch et de Figma. Mais donc voilà, c'est vraiment là où j'ai fait mes premières armes en design. Et puis au bout de 3-4 ans, je suis partie et j'ai rejoint donc l'agence Bakelite, qui s'appelait Bakelite à l'époque. Il faut savoir qu'aujourd'hui le nom Bakelite parle à certains, mais n'existe plus aujourd'hui. Ouais, ça s'appelle IDEON. Ça s'appelle IDEON, voilà, maintenant aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, c'était c'était une agence qui était très reconnue justement sur le mobile, parce qu'ils avaient commencé par là. Et donc là, j'ai passé 6 années chez Bakelite, Bakelite/IDEON. Et donc là, j'ai fait vraiment énormément de choses. Dis-moi hein, si tu as des questions, parce que c'est vrai que des fois, Pas de souci, ne t'inquiète pas. hésite pas à m'interrompre. Et donc voilà, chez Bakelite, donc j'ai commencé en tant que justement, on s'appelait encore directeur artistique d'ailleurs quand j'ai commencé. C'était même pas écrit designer sur ma fiche de poste. Et puis donc j'ai fait de la conception pour des très grosses applis. Donc comme l'application Ma Banque pour Crédit Agricole, j'avais fait des applications pour la météo marine. Ensuite, j'ai travaillé sur ING, toujours l'application bancaire ING. Donc c'était des grosses applications et qu'on faisait encore un peu avec des méthodes de petites de petits sites ou de petites applications, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on le pensait pas du tout comme un produit. On le pensait à l'époque comme un projet. Donc, on allait commencer. Donc, par exemple, quand on a fait Crédit Agricole, c'était vraiment un des plus gros projets que Bakelite avait à l'époque. C'était énorme. Il fallait le faire sur Windows Phone à l'époque. Donc, Windows, Android, iOS. On avait les trois devices à supporter. Donc vraiment un truc énorme. Et en fait, on le faisait vraiment comme un projet, donc avec un début, une fin. Tu sais, c'était en agence, c'était vraiment ça. C'était tu livrais en fait. T'avais 3 mois, fallait livrer la conception. Ensuite, t'avais 3 mois pour livrer le développement. Donc forcément, ça arrivait en développement, c'était pas conforme. Les développeurs avaient pas du tout été intégrés avant. On était dans une méthode très cycle en V, etc. Et donc je pense que ouais, moi j'ai pas mal souffert en fait de ça, de ce manque de process là. Et je me suis retrouvée en plus après sur Crédit Agricole à devoir déjà faire la conception de base et ensuite suivre tous les designers qui se sont succédés et qui devaient faire évoluer cette application. C'était des designers au sein de l'agence ou c'était des designers chez Crédit Agricole? Non. Crédit Agricole avait toujours pas de designer à cette époque-là, donc c'était toujours chez Bakelite. Mais du coup, il fallait faire évoluer cette appli parce qu'en fait, on se rendait compte que on pouvait plus se contenter juste de livrer et puis ensuite de laisser le truc, le truc vivre. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec des
des tas de designers en plus très différents qui se succédaient, qui comprenaient pas les choix, pourquoi on avait fait ça en conception à la base. Et donc moi je devais leader ça, mais en fait j'avais aucun outil pour le faire parce que rien n'était partagé, parce qu'on n'avait pas mis les bons process en place dès la base. Et donc je pense que c'est vraiment de me rendre compte de cette difficulté d'évolutivité d'un produit quand il n'avait pas été correctement pensé et pensé dans une démarche de scalabilité, où je pense que c'est vraiment ça qui m'a amené ensuite à m'intéresser à toutes les problématiques d'atomic design, puis de design system par la suite. On va en parler, mais j'aimerais bien te poser une question d'abord sur ton rôle avant, histoire de bien comprendre. Toi, tu disais que tu gérais des designers, donc concrètement, quel était ton rôle? Est-ce que toi, tu designais encore ou tu étais juste là à chapeauter le projet un peu comme un project manager? Alors, à cette époque-là, chez Bakelite, j'avais encore un rôle de designer. J'ai quand même été designer très longtemps et j'étais lead. Donc, c'est-à-dire lead, je faisais encore, mais simplement, j'avais la casquette de celui qui tranche ou celui qui donne un peu la direction, qui donne les conseils, mais je faisais. Après, la différence en agence, c'était que je pouvais être lead sur Crédit Agricole et designer, par exemple, sur ING. D'accord. Donc, parce que le temps était réparti, donc j'avais par exemple une journée de lead sur Crédit Agricole où je suivais les designers qui faisaient la prod de cette appli, et puis en parallèle, je pouvais travailler pour un autre client ou deux autres clients, ça dépendait un peu des charges de travail, sur lequel là j'étais dans le faire, ce qui est toujours intéressant du coup pour avoir vraiment le côté terrain. Appliquer aussi ce qu'on propose et ce qu'on comment dire ce qu'on transmet aux autres. Donc il y avait ça, et ce qu'il faut savoir aussi chez Bakelite, c'est que j'ai eu un rôle on appelait ça carrière manager. Donc en plus de ma casquette de lead, donc j'avais cette casquette de lead et de designer, et j'avais aussi cette casquette de carrière manager où là on accompagnait une personne, enfin plusieurs personnes d'ailleurs, j'en avais 4, c'est plus de l'accompagnement humain plus que de l'accompagnement d'expertise. Donc, c'est-à-dire, c'est pas des gens avec qui tu vas travailler tout le temps, mais par contre, c'est des gens que tu vas faire grandir, soit sur leurs soft skills, soit sur leurs hard skills, parler one-to-one, vérifier qu'ils sont bien dans l'agence, être le relais par rapport au management un peu plus haut niveau, etc. Donc, j'avais déjà expérimenté ce côté management par ce rôle de carrière manager. Super. Je te propose qu'on en reparle tout à l'heure quand on parlera principalement de ton rôle aujourd'hui chez Open Classroom. J'aimerais bien revenir sur ce que tu disais avant, tu te doutes bien, de se rendre compte que au fur et à mesure où les designers arrivaient, l'expérience était différente, les choix d'avant n'étaient pas bien compris. Tu nous as parlé d'Atomic Design. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de l'Atomic Design pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Ok, je vais donner une définition très simple. En fait, l'atomic design, pour moi, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement qu'on a retransposé la création des interfaces en utilisant la métaphore. Enfin, c'est Brad Frost qui a un peu utilisé cette métaphore-là, de se dire, finalement, pourquoi on construirait pas les interfaces de la même manière qu'en fait, qu'est construit tout ce qui nous entoure. Il a pris cette métaphore de l'atomic design en se disant, je vais partir du plus petit élément, qui va être l'atome. Grâce à cet élément, je vais construire des choses de un peu plus gros. Voilà, les molécules, ensuite des organismes. Et puis, c'est comme ça que je vais arriver à des pages, à des templates. Donc, il y a vraiment l'atomic design by the book. Là, c'est vraiment si tu suis le truc tel que Brad Frost a mis dans son livre, etc. Moi, je m'en suis toujours servi et je l'ai toujours prôné comme une métaphore. Et qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres métaphores. Il y a la métaphore des Lego qui est très utilisée. Il y a la métaphore de la musique. Et pour moi, c'est plus avoir cette conscience qu'on crée un système et pas qu'on crée des écrans. Et en fait, venant du print, je me rends tout à fait compte et je comprends tout à fait pourquoi on en est venu à faire de la conception de sites internet comme on faisait de la conception d'affiches. Puisque finalement, moi-même, et d'ailleurs, je pense que énormément de designers étaient des anciens DA, étaient des personnes qui ont commencé dans le print, tout comme moi. Et en fait, je pense que on a mis un petit peu de temps à se dire, mais en fait, c'est pas du tout le même médium et on doit pas du tout le penser de la même façon. Donc, c'est pas les mêmes outils. Faut arrêter avec Photoshop, faut arrêter avec Illustrator. Ils sont pas faits pour ça, tu vois. Et donc, il y a vraiment eu une prise de conscience, je pense, de ces anciens DA devenus designers. Il y a eu aussi des nouveaux qui sont arrivés sur le marché, qui eux avaient fait des études, alors soit en web design ou voilà, ils avaient des notions de code, etc. Donc,
pense que c'est tout ça qui a fait évoluer le métier. Et donc pour moi, l'Atomic Design, quand j'ai vu la conférence de Brad Frost, vraiment au tout début quand il l'a donné, je sais plus quand c'était, 2015 peut-être. Et pour moi, ça a juste fait tilt en fait. Je me suis juste dit, mais en fait, c'est déjà ça que je fais. Je pense qu'il y a beaucoup de designers à qui ça a parlé aussi. Ils se sont dit, en fait, oui, moi, c'est ce que je cherche à faire. Je veux factoriser mon design. Je veux faire en sorte que une couleur que j'utilise, si je la change à un endroit, elle puisse se changer partout. Aujourd'hui, ça paraît fou quand on explique ça. Mais en fait, il faut savoir pour tous les jeunes designers qui arrivent aujourd'hui que c'était pas comme ça il y a quelques années et que les outils étaient pas du tout adaptés à faire ça. Et donc voilà, pour moi, l'Atomic Design, ça a juste permis de ramener en fait une métaphore qui permet de conceptualiser le design d'interface comme étant un système d'éléments interconnectés les uns avec les autres, avec des éléments qui sont de petits niveaux, des éléments de grand niveau, des éléments qu'on va réutiliser, d'autres éléments qui vont être spécifiques. C'est vraiment ça, moi, qui m'a intéressée là-dedans. Alors, j'aimerais bien comprendre la différence. Tu parles de système. Quelle est la différence justement entre l'Atomic Design et le design system ? En fait, pour moi, le design system, c'est là où tu vas regrouper en fait tous tes éléments. C'est vraiment ton système. Alors que l'Atomic Design, pour moi, c'est une méthode. C'est une méthode pour construire des composants. Parce que finalement, tu pourrais dire que les composants que tu mets dans ton système, ils sont peut-être pensés, réfléchis d'une autre manière. Donc l'Atomic Design, c'est juste, enfin, moi, c'est un peu comme ça. Si je dois le résumer vraiment en quelques mots, c'est de dire, je pars du plus petit pour construire le plus grand. Et du coup, je suis sûre qu'en fait, tout ce qui va être plus gros va venir de la même base, de la même matière de base. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Pour les gens qui nous écoutent, j'ai déjà fait un épisode assez long et assez complet avec Nicolas Duval chez Blablacar sur tout ce qui est design system, Nicolas, que tu connais. Donc, je ne vais pas forcément me répéter dans les questions que je vais poser parce que la différence que toi, tu as par rapport à Nicolas, c'est que toi, tu travailles en agence. Donc, j'aimerais bien un peu adapter tout ce qui est réflexion du design system autour de l'agence et autour des clients. Parce que je me rends compte que le design system, ça, tu l'as dit, ça a commencé vers les années 2015, quand Brad Frost a commencé à justement parler de l'Atomic Design. Et je trouve que c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place dans les entreprises. Il y a eu beaucoup d'explications, de besoin de montrer à quoi ça sert et comment ça marche. Et en préparant cette discussion avec toi, je me suis posé la question de... en fait, quand tu es une agence et que une entreprise fait appel à toi, généralement, il y a une question de coût et de rapidité dans l'exécution. Et je sais qu'un design system, ça met du temps à réfléchir, à adapter, à coder. Et la question principale que je me suis demandé, c'est comment, en tant qu'agence, vous arrivez et vous dites le design system, c'est absolument un truc que vous devez faire, et comment vous réussissez à convaincre des entreprises que c'est en fait un bon moyen de gagner du temps sur le long terme. C'est hyper intéressant que tu poses cette question parce que justement, c'est quelque chose qui s'est énormément posé chez nous, enfin Bakelite à l'époque et puis ensuite IDEAN. On a mis énormément de temps à se dire comment on vend cette démarche design system en tant qu'agence, effectivement. Donc en fait, tu avais les projets sur lesquels les designers travaillaient et sur lesquels la démarche design system n'avait pas été vendue. À ce moment-là, ce qu'on allait faire, et moi c'est ce que j'avais fait chez ING par exemple, c'est qu'en fait, en tant que designer, on va appliquer des bonnes pratiques, on va mettre des choses en place pour avoir une logique quand même de factorisation et de se dire, quand mon projet sera repris par quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je peux lui laisser ? Est-ce que je peux déjà lui laisser quelques guidelines ? Est-ce que je peux déjà lui laisser, tu vois, un travail un peu propre, des composants un peu spéqués, un peu, tu vois, enfin, un peu spécifiés, etc. Donc ça, pour moi, c'est juste la base. Là, c'est juste, j'ai envie de dire, c'est un peu être juste un bon designer, c'est-à-dire de pousser cette démarche-là chez le client en disant, voilà, votre application, elle va être amenée à évoluer, et donc du coup, il faut dans la conception le prendre déjà en compte. Et ensuite, il y a vraiment l'installation du design system tel que je l'entends, où là, on va être beaucoup plus sur quelque chose qui va toucher à l'organisation. En fait, juste avant de partir de chez IDEAN, j'ai beaucoup contribué à l'écriture d'un livre entier sur le sujet. Et en fait, ce qui est intéressant sur l'axe qu'on a pris sur ce livre, c'est qu'on l'a vraiment pris sur un axe organisationnel, beaucoup plus que juste la librairie d'assets. Parce que la librairie d'assets,
c'est pas si dur à mettre en place. Voilà, c'est une hygiène de designer, c'est-à-dire que je vois plus aujourd'hui un designer qui va créer des fichiers et qui va pas du tout réfléchir déjà rien qu'au sein de son propre fichier à factoriser un petit peu les choses. Mais ensuite, il y a vraiment la notion d'installer un vrai design system dans les entreprises. Et là, du coup, c'est quelque chose qui est totalement à part. Et donc, moi, c'est devenu ça mon rôle. En fait, dans mes dernières années chez IDN, pendant 2 ans, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'étais devenue, comme j'avais un peu ce rayonnement autour, à la base de l'atomic design. Mais en fait, l'atomic design, forcément, à partir du moment où tu te dis, j'ai factorisé des composants, je me suis posé des questions sur lesquels vont être réutilisés ou pas. Ben ensuite, il faut que je les mette dans un endroit qui va être partagé avec tout le monde. Et donc, forcément, ça t'amène aussi ensuite à des problématiques de design system. Comment je vais faire en sorte que ces éléments que j'ai conçus en atomic design, par exemple, puissent être correctement réutilisés? Ben, ça veut dire qu'il va falloir que je les documente. Ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un endroit où je vais pouvoir documenter ça et qui va être accessible par toutes les personnes qui vont collaborer à ce projet. Ça veut dire aussi que ce système, je vais devoir le faire évoluer. Qui va s'en charger? Comment les équipes vont s'organiser autour du système? Comment je vais être sûr que entre ce qui est en design et ce qui est en dev, on est bien sur un miroir et que j'ai bien la même chose d'un côté et de l'autre. Et donc, en fait, je t'avoue que quand j'ai fait ça, je me rendais pas compte dans quoi je mettais le doigt. Mais en fait, plus je creusais le sujet et plus on me demandait d'intervenir sur ces problématiques-là, et plus je me suis dit, mais en fait, c'est énorme. C'est un truc énorme. C'est pas juste une petite librairie d'assets, c'est pas juste de l'hygiène, etc. Et donc aujourd'hui, comment IDN se positionne sur les design systems, voilà, on a construit l'offre ensemble, etc. Ça va être plutôt sur comment on fait intervenir quelqu'un, donc à l'époque c'était moi, maintenant c'est plus moi, mais quelqu'un qui a une expertise en design system, qui a vu ou qui a mis en place des design systems chez d'autres. Et cette personne, du coup, en allant d'entreprise en entreprise, elle va être capable, comme un consultant en fait, comme n'importe quel consultant, j'ai envie de dire, d'apporter son expertise, de mettre en regard les pratiques en disant, tu vois, par exemple, moi, je suis intervenue chez Molotov TV. Ensuite, je suis intervenue chez Mythic, je suis intervenue chez SNCF, je suis intervenue chez Air France, je suis intervenue chez, j'en oublie, mais plein d'acteurs comme ça. Et en fait, plus j'intervenais chez les entreprises, plus j'en apprenais, plus j'étais capable d'être pertinente pour mes clients, de leur dire, là, je sais que ça n'a pas marché. Ça, je sais que pour vous, ça va marcher par rapport à votre taille d'entreprise, par rapport à comment vous êtes organisé au niveau du design, par rapport à la maturité design de votre entreprise. Et c'est là, en fait, où du coup, ça devient hyper intéressant pour une entreprise de faire appel à une agence qui a cette expertise-là. D'accord. Donc, si je résume un peu ce que tu as dit, il y a aujourd'hui le design system n'est plus un problème côté designer. On va dire que c'est assez simple pour un designer de créer des composants pour aller plus vite. Ouais, c'est pas ce que moi j'appelle le design system. Ça, c'est ce que j'appellerais l'hygiène de travail, la librairie d'assets, parce que mettre en place un design system, c'est-à-dire un endroit dans lequel designers, développeurs vont pouvoir aller venir chercher leurs assets, des outils qui vont leur permettre d'accélérer leur production, de faire des interfaces plus cohérentes, de leur donner des bonnes pratiques aussi, avec toute la documentation qui va avec. C'est ça que j'appelle le design system. Et donc, du coup, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à mettre en place. Et ça dépend aussi de la maturité de l'entreprise, des silos. Tu vois, est-ce que ils sont très en silo ou est-ce qu'ils partagent déjà des choses? Bien sûr. Moi je dis surtout ça parce que je vois que des fois, certaines personnes se disent « j'aimerais bien mettre en place un design system et ça va me permettre de gagner du temps ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la première étape qui est la plus simple quand on est designer, c'est de créer soi-même ses composants. Certes, c'est pas un design system, mais c'est la première marche à l'étrier qui permet déjà de gagner du temps. Et après, effectivement, il y a tout ce qui est rédigé. Oui, dans le sens où ça va te faire faire une première step, mais je suis beaucoup intervenue dans des entreprises dans lesquelles il y avait déjà ça, mais en fait, ça suffisait pas. Et en fait, il faut limite tout reprendre parce que la première chose, c'est déjà de se poser les questions sur qui va utiliser ce système, pourquoi faire, quel va être son scope, quel va être son périmètre. Et donc, moi, quand j'intervenais, je refaisais toujours prendre ce recul de dire, OK, vous avez peut-être déjà une librairie d'assets, mais ça se trouve, la librairie d'assets, elle a été créée sur le projet X.
sans avoir du tout la vision d'ensemble des autres projets. Et donc, du coup, en fait, c'est juste une librairie d'assets qui est très, très spécifique à ce projet. Mais dans ces assets-là, lesquels vont être réutilisables sur d'autres projets? Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ça me fait une transition toute trouvée pour la suite. Et j'aimerais bien comprendre, toi, justement, quand on faisait appel à toi, quel était le processus pour mettre en place un design system dans une entreprise? Bah, du coup, c'était ça. C'était ce que je te disais. C'était moi, en fait, la première chose que je faisais, c'était un audit. Donc, je discutais avec des designers, je discutais avec des développeurs. J'essayais de comprendre comment ils étaient organisés, leur méthode de travail. Tu vois, est-ce qu'ils étaient encore sur Photoshop ou est-ce qu'ils étaient déjà passés sur Sketch? Bah oui, mais il y a eu un moment où il y a eu quand même cette transition-là aussi. Je me doute. Et donc c'était un moment d'analyse. Donc j'arrivais des fois sur des entreprises où ils avaient déjà beaucoup de choses. Par exemple, j'ai travaillé avec BPCE sur carrément la V2 de leur design system parce que eux ils étaient dans les premiers en France à sortir vraiment un truc, à le communiquer publiquement sur le fait qu'ils avaient déjà un design system pour leurs différentes marques. Et donc là, tu vois, tu arrives chez un client comme ça, tu es déjà à un super niveau de maturité. Ils ont déjà des librairies codées, ils ont déjà des librairies d'assets niveau design. Ils avaient même déjà mis en place une squad design system, mais qui n'avait pas marché, etc. Donc, tu arrives dans un super niveau de maturité. Donc là, tu vas devoir aller pousser ta reco beaucoup plus loin. D'accord. Alors que par contre, sur d'autres entreprises, tu vas arriver dans un truc où ils savent même pas ce que ça veut dire. Donc, tu vas juste auditer, tu vas regarder un petit peu où ils en sont. Et puis ensuite, sur la recommandation que je faisais après, bah, là, tu vas faire de l'évangélisation déjà. Tu vas leur expliquer à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant, le ROI, qu'est-ce que ça fait gagner comme temps, etc. Tu faisais ça auprès de qui? Comme type d'entreprise, tu veux dire, ou dans Non, l'entreprise? dans l'entreprise, si tu veux faire de l'évangélisation de design system, tu faisais plus ça auprès des développeurs, des designers, auprès des Développeur, designer. Après, ça dépendait aussi du client, à quel endroit. Tu sais, c'est toujours pareil en agence. T'es appelé par un certain client, donc ça dépendait un peu où j'arrivais, mais j'essayais toujours d'avoir minimum designer, développeur, PM aussi chez Mythic, où j'avais fait de l'évangélisation, où j'avais présenté ce qu'était un design system plus largement aux différentes squads. D'accord. Mais voilà, ça dépend vraiment par quelle porte tu entres, par quel axe tu rentres. Et après, comme on était en agence, on est plus sur de la prise de recul, être capable de faire un pas en arrière, de donner une photographie à l'entreprise de voilà aujourd'hui où vous en êtes sur la démarche, voilà ce qu'il vous reste à faire, voilà quelles sont vos prochaines étapes. Et donc ça variait énormément d'une entreprise à l'autre en fait. D'accord. Et ton rôle, c'était vraiment juste d'intervenir en amont pour faire l'audit et présenter tout ce qui est un design system et faire de l'évangélisation, où il y avait aussi la suite, donc d'accompagner ces entreprises à développer leur design system, leur expliquer comment on crée des composants, comment on fait la documentation, comment on code, comment on réutilise. Ça dépendait. Des fois, c'était moi, j'étais plutôt sur la phase audit reco. Et ensuite, il y avait, c'était souvent d'autres designers qui prenaient ensuite le relais. Ça nous est arrivé aussi de leur comment dire, proposer des développeurs pour faire le design system. Par exemple, le plus bel exemple, j'ai envie de dire, c'était vraiment celui du Crédit Agricole. C'est celui que j'ai fait juste avant de partir d'IDN. Enfin, juste avant. Ça faisait quand même déjà bien un an et demi qu'on avait entamé la démarche. Où là, on était vraiment un pôle où il y avait des designers de IDN, des développeurs de IDN qui étaient intégrés chez le client, vraiment en régie. Et du coup, on bossait aussi avec les équipes sur place. On les aidait même à recruter. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Et comment ça se passe la transition une fois que vous avez mis en place soit ces recommandations, soit tous ces éléments au moment où vous allez partir? Du coup, vu ce que tu viens de me dire, j'imagine que la transition se fait petit à petit puisque toutes les équipes sont impliquées. Il n'y a pas un jour on s'en va et débrouillez-vous avec ça. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, c'est pareil. J'ai appris aussi de mes erreurs, c'est-à-dire que les premières interventions que j'ai fait en design system, il y avait des choses où effectivement on venait, on repartait, c'était beaucoup trop, comment dire, abrupt. Donc, on a appris aussi au fur et à mesure. Et effectivement, ensuite, sur la fin, dès qu'on vendait, moi, je disais toujours, par exemple, je fais 3 semaines, un mois
où je fais audit reco, où je suis vraiment avec les équipes. Et puis ensuite, au fur et à mesure, moi, je m'éclipsais un peu. J'étais de moins en moins présente. Et par contre, je laissais de plus en plus faire les équipes. Tu vois, par exemple, chez Molotov TV, j'ai beaucoup fait moi, c'est-à-dire que c'est beaucoup moi qui ai créé les composants. J'allais voir les développeurs et encore, on n'en était même pas à créer le système pour les développeurs. On en était déjà à évangéliser juste sur le design, etc. Et je me suis dit, je sais, d'ailleurs je le sais parce que je connais encore des personnes là-bas, ils n'ont pas pu garder grand-chose de ce qui avait été fait, ça a été rechallengé par des designers derrière, etc. Et quand on a fait chez Mythique, du coup, j'ai pas voulu reproduire la même erreur. Et donc, on a vraiment construit le système avec les designers qui étaient en place là-bas. Et moi, en fait, je faisais rien. C'est-à-dire, c'était jamais moi moi, je touchais pas aux composants, je touchais à rien du tout. J'étais juste là pour accompagner sur la méthode. On faisait, par exemple, toutes les semaines 2 heures où on était tous ensemble et je les faisais travailler je les ai avancés sur la documentation, sur les composants. Mais c'était eux qui faisaient. Et ça, je sais que ça a beaucoup mieux marché parce que je sais qu'aujourd'hui encore, ils travaillent encore dessus. J'ai encore des personnes que je connais là-bas chez Mythique et ils ont vraiment continué le truc, ils ont vraiment continué la démarche. Donc ça fait plaisir. Tu te dis bon, là, ok, moi j'ai donné un peu l'impulsion et ensuite derrière, ça a été continué, ça continue d'évoluer. Et donc ça, c'est intéressant. Finalement, tu avais un rôle plus de facilitateur sur la fin. Ouais, vraiment de consultante en fait. D'accord. Est-ce que tu aurais une liste d'erreurs que tu as commises en faisant des design systems? Tu nous en as déjà donné certaines. Pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient en créer un et qui voudraient éviter justement de commettre ces mêmes erreurs, est-ce que tu as une petite liste des erreurs à ne pas commettre? Ouais, j'en avais une. Je me souviens qu'il y avait une conf où j'étais justement avec Nicolas et on avait pas mal parlé des erreurs. Après, je sais pas si elles vont toutes me revenir en tête, mais pour moi, la plus grosse erreur que j'ai vue, c'est de se lancer dans la démarche sans l'avoir cadré. C'est la plus grosse erreur. C'est-à-dire que, comme tu disais, c'est un peu ouais, mais moi je veux absolument faire ça, donc je vais faire ma petite librairie de composants dans mon coin. Ouais, mais en fait, après ça dépend de la taille de l'organisation, hein, mais toi tu es en train de faire ta petite librairie dans ton coin, mais ça se trouve il y a une autre équipe de design à un autre endroit qui est en train de faire la même chose que toi. Et en fait, du coup, s'il n'y a pas cette base de se dire ok, attends, je regarde où on en est aujourd'hui de la démarche dans mon entreprise et j'essaye de lancer ça à une un peu plus grande échelle. C'est vrai que ça veut dire qu'il faut aussi aller atteindre dans l'organisation un endroit où ça va vraiment bouger. Parce que si t'es toi, petit designer, et que t'as aucune marge de manœuvre sur ce qui se passe, sur l'organisation, etc., tu vas dire oui, il me faut un développeur pour travailler avec moi. Bah ouais, mais en fait, il y en a pas de dispo. Ou alors et comment tu comptes le faire évoluer ton truc, comment tu vois ensuite le partage avec d'autres squads ou d'autres équipes projets en fonction de comment l'équipe elle est organisée. Donc pour moi c'est ça l'erreur qui est la plus souvent commise, c'est de vouloir faire un design system sans se demander mais en vrai qui va l'utiliser. Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est d'autres designers, par exemple Air France? Il y a énormément de designers, ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait plein de designers qui étaient à différents endroits. Ah, voilà, comment on fait déjà pour créer cette petite communauté design et se dire on se parle entre nous et on essaye de comprendre chacun nos problématiques et de se dire ok, qu'est-ce qui va être intéressant du coup de se partager, sur quel sujet on a exactement les mêmes problématiques tout le temps, et donc du coup là ça va être intéressant de partager. Et par contre aussi, ça c'est très important, sur quel sujet on n'a pas les mêmes problématiques. Ça c'est aussi des trucs qu'on se pose pas souvent, tu vois. C'est facile de se dire ok, bah ça on sait qu'on va tous le réutiliser, mais par contre se dire attends, entre ce projet et ce projet il y a des grosses différences fonctionnelles et donc il y a des éléments qu'on voudra pas partager et qu'en fait on réutilisera jamais d'un projet à l'autre, et donc on va pas les mettre dans un design system parce que ça va juste le polluer, ça va juste faire un truc qui devient beaucoup trop gros, qui est utilisable finalement par tout le monde mais du coup par personne. Et donc il y a toute cette logique aussi de système, de sous-système à prendre en compte. Ça m'intéresse. Personnellement, du coup, toi, tu dirais que certains éléments qui sont très spécifiques à un projet ne doivent pas faire partie du système. Ils doivent appartenir à un sous-système de squad, ouais, ou à même juste un projet et ne pas faire partie du tout du système et vivre sa vie de son côté. Ouais, moi j'avais vu ça dans une conf qui avait été donnée par Airbnb.
sur les design systems justement, où ils expliquaient que en fait il y a vraiment le système mère, j'ai envie de dire, dans lequel tous les designers pouvaient aller piocher, etc. Mais ensuite ils expliquaient que les squads avaient chacune aussi un espèce de sous-système, mais qui était propre à la squad. Donc moi je crois beaucoup au truc de dire on met dans le système ce qu'on estime être le plus générique, vraiment les composants où on sait qu'ils vont être utilisés. J'ai across all products, mais à travers, enfin sur tous en les, fonction de toutes les feature teams et toutes les voilà, équipes et exactement, sur tous les produits. Et ensuite il y a les composants où on se dit aujourd'hui c'est un composant qui est utilisé que par une squad. Peut-être que dans cette squad d'ailleurs il est très utilisé, et voilà, mais par contre il est peut-être pas utilisé par les autres squads. Du coup il faut peut-être se dire est-ce qu'il doit pas rester dans ce système d'ailleurs. Enfin, on est en plein dans ces questionnements-là chez Open Classrooms, parce que du coup, en arrivant, tu peux bien t'imaginer. J'ai pas eu tout de suite le temps de me pencher sur le design system, mais là, j'ai commencé, donc on a encore un peu de boulot. Mais du coup, on est exactement dans ces problématiques-là, c'est-à-dire, on se rend compte qu'on commence à avoir un système qui est trop gros, qui contient trop d'éléments. Il y a des éléments qui vont être plus marketing, il y a des éléments qui vont être plus vraiment product learning. Et donc, du coup, de se dire, ouais, mais en fait, les éléments marketing, leur objectif fonctionnel, c'est d'être visible, c'est de communiquer, c'est de promouvoir. Quand on est dans du learning, l'objectif, ça va être d'accompagner l'utilisateur, etc. Donc, en définissant bien ça, on peut définir un peu un périmètre pour chaque type de composant, j'ai envie de dire, par rapport à leur objectif fonctionnel. Donc, du coup, les regrouper, ça veut pas dire qu'un jour, dans le learning, on va pas se dire, j'ai besoin d'un composant marketing pour venir promouvoir telle chose. Mais ça veut dire qu'on est bien conscient qu'ils ont des périmètres fonctionnels assez différents. Et donc, du coup, moi, je crois beaucoup à ça, au fait d'avoir des systèmes et des sous-systèmes, des sous-systèmes qui héritent de ce système générique dans lequel tu vas de toute façon avoir tous tes éléments atomiques, les couleurs, les typos, etc. Mais ensuite, effectivement, d'être capable de comprendre, en fait, qu'est-ce qui va être réutilisé, et qui va être intéressant à factoriser, à partager, et qu'est-ce qui par contre doit rester un peu plus spécifique. Ça me paraît vraiment important de c'est hyper intéressant. Je me le note pour moi-même. Merci beaucoup. T'as d'autres erreurs que tu as vues qui sont plutôt communes, ou après c'était vraiment spécifique à chaque entreprise? Je t'avoue que je les ai plus vraiment en tête. Si tu veux, je pourrais aller les chercher pour les retrouver. Je sais que j'avais énormément communiqué sur les erreurs, mais là, c'est vraiment les grandes erreurs qui me reviennent en tête. Après, ça, je l'ai pas dit, tu as beaucoup écrit sur les design systems, sur l'atomic design, et tu as fait pas mal de conférences dessus. Je mettrai tous les liens de tout ça dans la description du podcast pour les gens qui sont intéressés pour aller plus dans le détail. J'ai encore quelques petites questions sur le design system, et après on passe à ta vie d'aujourd'hui. Pour les entreprises qui veulent mettre en place un design system, mais qui sont pas sûrs, j'avais une question, c'est comment tu mesures le succès d'un design system? Comment on peut savoir concrètement que ça a bien marché? Donc ça, c'est pareil. Je crois que j'ai écrit un article sur le sujet, sur comment mesurer le succès du design system. Donc ça, évidemment, à partir du moment où on a commencé à le vendre en tant qu'agence, c'était les premières choses qui sont arrivées, c'est-à-dire ouais, mais ok, qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Donc ensuite, ce que je faisais quand je faisais des missions, c'était que en amont, enfin au début du projet, je demandais en fait au commanditaire un peu du projet, pour vous, le design system serait un succès si. Ce qui allait nous donner en fait des axes de KPI. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui va me dire, pour moi, c'est un succès si en fait j'ai réussi à réunir mes différentes équipes design qui aujourd'hui sont très décentralisées, à réussir à les faire communiquer entre elles, à partager certains process, etc. Du coup, on va pas mettre le même KPI que s'il dit, moi, c'est si j'ai réussi à réduire de 30% mon coût de dev, mon temps de dev, tu vois. Et donc, en fait, déjà, en ayant la vision de ce qui était important et de ce qui, selon eux, aurait été le succès, ça permettait ensuite de mettre les bons facteurs les bonnes KPI en face. Et donc du coup, si c'était des KPI qui allaient être plus liés à la satisfaction de l'équipe design, ou le fait que qui partagent énormément d'éléments, là on allait plus le mesurer via des questionnaires.
On allait faire ça sur Crédit Agricole, on l'a fait. Un questionnaire à un temps T, ensuite un questionnaire 6 mois après. On essaye de voir est-ce que ça s'est amélioré. Par exemple, on leur demandait combien de temps vous mettez aujourd'hui à retrouver un élément pour l'utiliser, tu vois, on essayait de comprendre là où ils perdaient du temps ou là où ils avaient des zones d'insatisfaction. D'accord. Et ensuite, on essayait de voir si du coup on avait amélioré grâce au design system ces zones d'insatisfaction et ces pertes de temps. Et ensuite, pour le côté développement, ça, c'est du coup pareil sur Crédit Agricole, l'équipe de développeurs qui a travaillé dessus a mis en place des métriques. Par exemple, c'était donc dans notre design system qui est utilisé par plusieurs équipes projet, parce que là, on avait vraiment cette notion d'un design system très, très générique qui allait être utilisé par plein d'équipes pour construire des applications ou des sites très différents. Tu peux avoir un truc de banque au quotidien, tu peux avoir un truc d'épargne, tu peux avoir un truc de bourse. Donc là, t'as vraiment cette notion de le système, on va vraiment mettre que ce qui est très, très générique, des layouts, des éléments de formulaire, des boutons, des choses où on veut qu'on sente que c'est fait partie de la même famille, mais c'est pas les mêmes produits du tout. Donc on va pas tout factoriser. D'accord. Et donc là-dessus, bah voilà, ils ont mis en place des choses pour mesurer, par exemple, un composant, dans combien de produits différents il était utilisé, par combien de squads, en fait, par combien de feature teams, combien de fois dans le produit. Et du coup, en fait, en faisant ensuite des petits calculs, ils arrivaient à déterminer le temps que ça leur avait fait gagner. Ils pouvaient aussi monitorer. Si par exemple, tu te dis que ce que tu veux améliorer, c'est la qualité finale de ton produit, tu peux monitorer le nombre de bugs, les choses comme ça, en disant est-ce que le fait d'avoir des composants qui ont été faits par une équipe design system, testés, éprouvés, et ensuite utilisés dans les produits, est-ce que ça réduit ton nombre de bugs, par exemple? Tu vois, ça peut être aussi une métrique. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de déterminer déjà qu'est-ce qu'on veut atteindre. C'est pour ça que je te disais aussi que cette espèce d'étape de cadrage, elle est importante. Pour déterminer ça va être quoi nos étapes, c'est quoi notre vision, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut améliorer avec ce design system. C'est pas faire un design system pour faire un design system. Si on fait un design system, c'est parce qu'on a des problèmes dans l'équipe, des pain points, et qu'on veut les améliorer. J'ai l'impression qu'en fait c'est l'étape la plus cruciale du design system. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Après, c'était aussi là où j'intervenais moi, mais c'est parce que j'ai beaucoup vu aussi que sinon, en fait, sans faire cette étape-là de cadrage, mais c'est vrai pour tous les projets, hein, on le sait très bien. Quand on part dans un projet et qu'on n'a pas bien cadré pour qui, pourquoi, qu'est-ce que j'en attends, généralement ça marche moins bien. Mais je pense que là, dans la logique de design system, c'est encore plus fort. Ok. J'ai 2 dernières questions là-dessus, après on passe à la suite. Je sais que c'est aussi quelque chose sur lequel tu as écrit, mais j'aimerais bien en discuter avec toi. Est-ce que tu penses que les design systems brident la créativité des product designers ? Le gros sujet. Oui. Donc, moi, en fait, ma réponse là-dessus, c'est non, évidemment. Mais je pense qu'en fait, ça dépend comment c'est fait, encore une fois. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es chez Airbnb ou chez Blablacar, parce que je sais qu'ils ont aussi un design system qui est très, très strict. Mais j'avoue que je sais pas si aujourd'hui ça bride leur créativité ou pas, mais à partir du moment où... J'ai posé la question à Nicolas dans l'épisode où il était là, et a priori, non. D'accord, parce que du coup, plus ton système va être strict, plus il va y avoir de choses dedans, et plus tu vas dire, en fait, c'est facile, maintenant, à chaque fois que vous faites un truc, vous utilisez que ce qu'il y a dans le système. Ça va brider ta créativité. Alors encore une fois, ça dépend ce que tu appelles ta créativité. Si ta créativité, ça veut te dire j'ai pas le droit de créer un composant qui sort du système comme ça parce que ça me fait plaisir. Oui, ça va brider ta créativité parce que justement c'est le but, c'est d'arrêter de créer des trucs juste en te disant ouais mais là c'était pas très beau et du coup j'ai voulu faire autrement. Ouais mais non en fait, il faut que tu argumentes, il faut que tu nous expliques pourquoi tu veux faire quelque chose de différent. Donc là, à ce niveau-là, oui, si c'est ça qu'on appelle la créativité. Mais par contre, si ce qu'on appelle la créativité, c'est de dire, je suis capable, avec les éléments que j'ai, avec ma boîte de Lego qu'on m'a donnée, de finalement construire plein de choses différentes, de penser à plein de use cases, à personnaliser l'expérience de mon utilisateur, etc. Là, du coup, pour moi, tu peux le faire en fait avec ta boîte de composants. Alors, je vais préciser ma question, qui est plus le taf d'un product designer, c'est pas vraiment en fait de faire du joli. Enfin, ça c'est mon point de vue. Bah oui. C'est pas de changer les boutons tout sur chaque écran. C'est de trouver une réponse à un problème donné pour un utilisateur. Ma question c'est plus
le système, comme tu le disais, il est plus ou moins strict, mais il y a déjà des éléments dedans. À quel moment, en fait, tu peux te dire, je sors du système pour créer quelque chose qui est nouveau et qui répond à ce nouveau besoin? Comment tu décides, en fait, de dire, je ne me mets plus dans le système, j'en sors, quitte à créer un nouveau composant par la suite, mais comment je sais que je peux passer cette barrière-là? Alors moi, c'est quelque chose que j'ai évangélisé beaucoup aussi, notamment pour les designers de Crédit Agricole. Parce que quand on a eu donc ce design system qui était en place, je me suis retrouvée avec des designers qui, du coup, ils réfléchissaient à l'envers. En fait, ils prenaient les éléments du système et ils essayaient de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et alors ça, c'est quelque chose contre lequel je me suis toujours battue. J'aurais dit, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est vous partez du besoin utilisateur, vous partez de ce que vous devez faire pour répondre à ce besoin. Ils draftent, ils font des premiers acrobars ou voilà. Et ensuite, ils vérifient si dans le système, il y a quelque chose qui répond à leurs besoins. Parce que le problème, c'est que sinon, en fait, alors déjà, ils utilisaient mal des composants en se disant, ah bah ouais, mais j'ai que ce composant-là pour faire ça, du coup, j'ai pris celui-là. Ouais, mais non, parce qu'en fait, ce que tu voulais faire, c'était pas exactement ça. Et donc, en fait, le composant du système, il répondait pas à ton besoin. Donc, en partant du besoin, tu vas déjà beaucoup plus pouvoir argumenter, de dire, est-ce que dans le système, j'ai quelque chose qui répond à ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que j'ai un composant qui répond? Ensuite, oui, bah super, tu l'utilises. Oui, mais pas tout à fait. Ah, là du coup, ok. Est-ce que du coup, si on fait évoluer ce composant-là, il y a moyen que ça réponde à ton besoin? Ou est-ce que non? Tu vois? Là, on va être un peu dans l'entre-deux. Et puis après, il y a non, j'ai vraiment rien trouvé. Et les gens qui connaissent très très bien le design system te confirment qu'effectivement, il y a rien aujourd'hui pour répondre à ton besoin. Et là, du coup, c'est je dois créer un nouveau composant. Ensuite, je dois créer un nouveau composant. Je me pose la question, est-ce que j'ai l'impression que c'est un composant qui est très spécifique à mon projet? Du coup, il n'y a aucun souci, je le crée, je fais ce composant, il est spécifique à mon projet, il n'y a pas de souci. Ou alors, est-ce que c'est un composant qui pourrait être réutilisé? Et c'est là où ceux qui sont en lead un peu sur le design system et qui ont la vision de ce que produisent les autres équipes peuvent te dire, ouais, effectivement, je sais que un autre tel qui est sur un autre projet, il a exactement besoin de ça aussi. Donc, mettez-vous ensemble, créez le composant de manière un peu plus générique, et puis du coup, comme ça, il pourra être réutilisé par les autres. Donc il faut quand même quelqu'un qui chapeaute le produit design system afin de pouvoir connecter les gens entre eux pour être garant du système et des besoins utilisateurs qui sont finalement les designers de l'équipe. Bah oui, moi je dis quand même souvent que ça marche quand même mieux quand tu as une équipe dédiée. Bon bah ça c'est si vraiment tu as du budget et que tu es dans une grosse entreprise. Après quand t'es pas dans une grosse entreprise, c'est au moins avoir une ou deux personnes dans l'équipe qui soient un peu honneurs du design system, qui le connaissent bien. Est-ce que c'est eux qui doivent designer l'intégralité des composants, ou est-ce que tous les designers de l'équipe peuvent y participer? Bah là, on est aussi sur ces problématiques-là chez nous, chez Open Classrooms en ce moment. Donc moi, je trouve que c'est important d'avoir quand même quelqu'un qui soit un peu le garant, c'est-à-dire que de se dire s'il y a d'autres designers qui ont fait des composants, pourquoi pas, mais j'aime bien qu'il y ait un petit check quand même avant qu'ils rentrent dans le master. Parce que après il va être réutilisé par les autres si du coup il n'a pas été très très bien travaillé, voilà. Pareil, je pense qu'il faut aussi le même pendant côté dev. Aujourd'hui, c'est ça qui nous manque, c'est qu'on n'a pas quelqu'un côté dev qui est vraiment honneur du design system. Et donc du coup ça pose des problèmes parce que ça veut dire que un développeur il peut très bien créer un composant, le mettre dans le design system et se dire il sera peut-être réutilisé un jour. Et du coup t'as pas cette logique de vraiment d'avoir alors c'est quelqu'un, c'est un rôle, hein, ça peut être un rôle qui tourne, c'est pas forcément toujours la même personne, mais au moins qu'il y ait cette vision de ce que font les autres équipes, parce que c'est sûr que sinon si tu restes au niveau de ta squad, toi tu vois surtout ce qui est produit dans ta squad et tu vois pas trop ce qui est produit ailleurs. Et nous au niveau de l'équipe, comme on partage beaucoup, on fait des design critiques, on a un channel design feedback pour partager ce que les autres font. Ça aide aussi, c'est-à-dire que les designers savent toujours un petit peu sur quoi les autres travaillent. D'accord. Tu vois, on va mettre aussi en place une logique de design review. Donc, du coup, ce qui va permettre à un designer de faire la review d'un autre designer. Et donc, du coup, encore une fois, d'avoir bien connaissance des projets, de ce que l'autre a fait et d'avoir un peu cette conscience partagée. Mais je suis quand même persuadée qu'il faut quelqu'un qui soit un peu en vision transverse et avec un petit... Enfin,
Ouais, il y a toujours des histoires de gouvernance autour des design systems qui sont importantes à mettre en place. Ça marche. On rentrera dans le détail de tout encore sur Open Classroom juste après. Ma dernière question, c'est est-ce que le design system, c'est encore un sujet qui t'intéresse autant aujourd'hui? Alors oui, dans le sens où tu vois là, je m'y suis remise dans le cadre d'Open Classrooms, Mhm. mais comme ce que je te disais juste avant, j'ai passé 2 ans ou même peut-être un peu plus sur lequel j'ai fait que ça. Donc j'allais dans les entreprises et j'étais vraiment consultante en design system et c'était intéressant. Et ce que j'aimais, c'est quand j'arrivais dans des boîtes qui avaient de plus en plus de maturité sur le sujet, jusqu'à vraiment BPCE où c'est là que j'ai trouvé la plus belle maturité sur le sujet. Et donc ça, c'est top parce que du coup, tu peux pousser encore plus loin, etc. Sauf que je voyais que c'était pas tous les clients. Et je voyais que là, ce qui m'attendait, c'était de continuer à faire ça encore pendant 3, 4 ans, 5 ans, je sais pas combien de temps, de Mhm. continuer à aller d'entreprise en entreprise, d'évangéliser, d'apporter mes connaissances, mais finalement aussi de répéter un petit peu toujours la même chose. En disant, c'est important d'avoir un design system, il faut commencer par le périmètre, le scope, machin, et Tout ce qu'on vient de se dire, en fait. un petit peu. Mais du coup, voilà. Donc, je suis vraiment arrivée à un moment où je me suis reposé des questions sur ma carrière, sur ce que j'avais envie de faire. Mhm. Je me suis dit là, je vois je vois deux issues possibles. C'est soit je continue comme ça, et pourquoi pas, hein, ça, je veux dire, il y a sûrement plein de personnes à qui ça pourrait plaire. Mais du coup, je me suis dit, ouais, je vais répéter sans arrêt. Et moi, j'ai compris à quoi ça sert. Moi, j'ai compris qu'il en faut. Mais j'ai compris aussi que il y a pas que ça, que c'est pas que ça qui fait la qualité du design, etc. Et donc, je me suis dit, c'est sûrement le bon moment aussi pour moi, avant d'être vraiment tellement dans cette expertise que je vais même plus pouvoir en sortir. Bien sûr. C'est peut-être le bon moment pour moi d'aller tester autre chose. Et en fait, parallèlement à tout ce que je t'ai expliqué, donc de mon expérience chez Bakelit et Idean, j'avais aussi créé une app qui était TouchUp, TouchUp, tout à fait. Tu as réussi à trouver. j'allais y venir. D'accord, bah du coup voilà, j'ai pu créer cette application avec un ami développeur. Et là, j'ai vraiment pu faire le truc de A à Z, dérouler la méthode que j'avais envie, utiliser les process comme j'avais envie. Bon, même si on était que deux, donc il y avait Mhm. beaucoup moins d'enjeux. Mais voilà, ça m'a permis aussi d'avoir une première approche product. Enfin, tu vois, même si c'était un petit truc, hein, parce on n'était pas nombreux, mais on a quand même réussi à deux à faire donc toute l'étude de marché, la recherche utilisateur, déterminer les fonctionnalités qu'on allait mettre dans notre MVP, porter le truc sur le store. Ça, c'était des choses que tu faisais pas du tout chez IDEAN. Non, C'était. D'accord. pas sur une approche produit comme ça. Et donc, je pense que c'est là aussi où je me suis dit, tiens, ben, travailler sur un produit, ouais, c'est quelque chose qui est intéressant. Cette application, c'était mon application plaisir, quoi. C'était de me dire, chez Idean, je fais beaucoup de slides, je fais beaucoup d'évangélisation, je fais beaucoup de méthodos, etc. Mhm. Et là, c'est mon projet personnel sur lequel, en plus, je peux refaire des illustrations, je peux faire des animes, je peux tester Principal, After Effects plus Lottie, voilà. Donc, c'était mon projet plaisir, et ça m'a appris énormément de choses. Juste pour les gens qui nous écoutent, c'est une application qui aide à faire le tri dans les contacts sur le téléphone pour les personnes qui n'ont pas de nom, pas de photo, pas de Voilà, numéro de c'est ça. téléphone. Ça améliore la qualité du carnet de contact, dans le sens Mhm. où c'est synchronisé avec le carnet de contact. Donc, elle est disponible que sur iOS, malheureusement, parce que j'ai jamais trouvé le développeur Android qui soit assez motivé pour faire ça sur son temps perso, sans rémunération, et, que, et qui a envie de porter cette app sur Android, même si je suis sûre qu'il y aurait plein de choses super à faire. Euh, mais voilà, c'est ça. En fait, on a fait un axe de gamification en se disant on améliore la qualité de son carnet de contact, mais tout en faisant des petits jeux. Et donc, on a imaginé des petits jeux pour chaque problème qu'on avait détecté dans les carnets de contact, qui pouvaient être effectivement soit des contacts en double, soit des contacts à fusionner, des contacts qui n'avaient pas de photos, comme tu disais, ou voilà. Et à chaque fois, on proposait des petits jeux qui amélioraient le niveau, etc. Donc, on s'est vraiment éclaté à faire cette application. C'était vraiment super. Je passe pas plus de temps dessus parce qu'on a déjà beaucoup parlé et j'aimerais bien parler d'Open Classroom. Mais tu as écrit un super article
qui explique absolument tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, la recherche utilisateur, la création de produits, la mise en place, etc. Et je le mettrai en description. Et du coup, j'invite les gens à lire cet article hyper passionnant. Chouette. Cet épisode était la première partie de ma discussion avec Audrey. Dans 2 semaines, vous retrouverez la suite de cette discussion au cours de laquelle nous avons abordé son arrivée chez Open Classrooms, le rôle qu'elle y occupe et, de manière plus globale, du management d'une équipe design. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.